on est ravis de vous retrouver au bout d'un an. Je pense que les élèves attendaient ça. Ont des questions. C'est passé vite en fait. Ils ont suivi le voyage, donc... Je suis parti de Paris, je suis allé en Asie. Vous voyez certainement maintenant où ça se situe. Puis après l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Et enfin je suis revenu, donc environ un an après, 340 jours. Voilà, je vais attendre vos questions et puis après je vais pouvoir y répondre tranquillement. Et je vais essayer d'apporter la meilleure réponse possible. C'est pas trop dur. L'avion en particulier, c'est avec le moyen avec lequel j'ai fait le plus de kilomètres. Environ 50 000 km. Ça fait beaucoup, ouais. Parce que je l'ai pris aussi plein de fois. Pour aller en France jusqu'en Thaïlande, par exemple, vous pouvez y avoir déjà 6-7 000 km, etc., etc. Je l'ai pris beaucoup de fois. Donc c'était le moyen avec lequel j'ai fait le plus de kilomètres. Après, dans les pays, par exemple dans l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, j'ai beaucoup pris le bus. Parce qu'il y en a beaucoup. Toutes les heures, toutes les 2 heures, parfois il y a un bus pour changer de ville. C'est très pratique et ça coûte pas très cher. Là-bas, le bus est vraiment pas très cher. Après, le train, j'ai utilisé aussi le train pour faire des grandes distances. Par exemple, tout d'un coup, 1000 km d'un coup, on prend le train et on ne s'arrête pas. Et puis après, un petit peu de vélo pour visiter une ville. J'ai beaucoup marché également. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris le bateau aussi également. On prend des ferries pour aller sur une île. C'est exact. Qu'est-ce que j'ai pris? Le tuk-tuk. Vous vous souvenez de ce que c'est le tuk-tuk? Le plus beau paysage que j'ai vu? Et le plus beau pays? Et le plus beau pays? Alors oui, c'est une question très très dure parce que pour moi, chaque pays est différent, vraiment très différent. Ils ont des cultures différentes, ils ont des paysages qui sont très très différents. Une bonne partie du Cambodge par exemple, donc un pays en Asie du Sud-Est, c'est relativement plat, mais à côté de ça, on voit des temples qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et pour ça, c'était très très beau. Ensuite, j'ai par exemple beaucoup aimé la Nouvelle-Zélande. Si tu veux quelque chose de très précis, très concret, la Nouvelle-Zélande. Donc là, l'Australie est là, la Nouvelle-Zélande c'est le petit pays qui est là. La superficie c'est environ divisé par 2 la France. Voilà. C'est assez petit, mais ce sont des paysages hors du commun avec beaucoup de grandes montagnes, de lacs. Et j'ai marché beaucoup, j'ai fait beaucoup de trek comme on dit. J'ai parcouru beaucoup de chemins pour aller voir un paysage un petit peu caché, etc. Je vous montrerai quelques photos après si possible. Et puis voilà, je pense que l'un de mes paysages préférés comme ça, de souvenir, ça doit être la Nouvelle-Zélande. Ça m'a beaucoup plu. Ah oui, j'ai rencontré beaucoup de monde et en très grande majorité très sympathique. Les gens, particulièrement en Asie du Sud-Est, sont très accueillants, très chaleureux, même si il y a forcément la barrière de la langue. On arrive à échanger, on arrive à communiquer par des gestes et puis le sourire, voilà, c'est un langage universel. Quand on sourit, on se comprend. J'ai eu un petit problème mécanique avec ma moto par exemple au Vietnam. J'étais dans un garage et puis la famille d'à côté, par exemple, juste à côté du garage, m'a accueilli chez elle, m'a fait dîner chez elle. Et puis on se comprenait pas trop, il parlait quelques mots d'anglais mais pas beaucoup et on s'est quand même pris en photo, etc. On a gardé contact et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les repas, alors non, c'est très différent. Déjà vous vous dites bien, on ne mange pas du tout la même chose. En Asie, par exemple, ça va être le cas en Thaïlande, au Cambodge, au Laos et au Vietnam, c'est très courant. Le matin, on va manger une soupe de poisson, une soupe de poulet, soit il y a de la viande, soit il n'y a que des légumes. Et voilà, j'ai mangé ça, en fait ça passe très bien. En fait. Quand tout le monde mange ça, on se dit bah ouais c'est logique, on mange ça. Et donc là, généralement, les Asiatiques, les Vietnamiens mangent assez tôt. Le matin, ils se lèvent très tôt. Ils ne se couchent pas très tard, mais ils se lèvent très tôt.
J'ai déjà vu des marchés à 4-5 heures du matin, il y avait autant de monde que chez nous à 9-10 heures. Quoi. Donc voilà. Et puis au Brésil, par exemple, en Amérique du Sud, on aime bien manger des petits haricots. On aime bien manger du riz avec et de la farine de manioc, par exemple. Ça donne quelque chose d'assez consistant, mais c'est très bon. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Vous connaissez peut-être la nourriture aux États-Unis, ils ne sont pas particulièrement connus pour leur gastronomie. Ici, c'est une nourriture un peu plus occidentale. On la retrouve un petit peu chez nous. Sinon, après, pour revenir à l'Asie, tu mentionnais les horaires. On mange n'importe quoi. On mange quand on a faim. Vu que les repas sont pas très gras, pas très nourrissants, des fois une assiette ça suffit pas vraiment, ou une soupe. Ils vont manger à 6-7 heures, ils vont remanger une soupe à 10-11 heures, il n'y a pas de souci. Et puis après, on mange un petit peu quand on a faim. Parce que là-bas, la vie se passe beaucoup dans la rue. Il y a beaucoup de commerces partout. Et dans ces commerces-là, il y a des quincailleries, il y a des marchands de vêtements, etc. Mais il y a aussi beaucoup de petits shops de nourriture où il y a beaucoup de choses qui sont frites, il y a beaucoup de soupes, et puis après des plats plus locaux, etc. Mais on mange un petit peu n'importe quand parce que voilà, il y a de la nourriture un peu partout. Dormir avec d'autres gens. Bah après c'est un lit une personne, hein, on dort pas tout le monde dans le même lit, hein, mais non, voilà, c'est un petit peu dans l'esprit du voyage, c'est convivial, des fois on rencontre du monde aussi. Par exemple, le voisin il a une guitare, ah bah tiens c'est sympa, tu joues de la guitare, et puis on passe un bon moment, ou alors le voisin justement il est français comme toi, ou alors il est anglais, et puis on parle un petit peu anglais, et voilà. Il faut prendre un petit peu ce côté-là comme de la convivialité, comme une chance, et faut mettre un petit peu le confort de côté, c'est-à-dire je suis tout seul dans ma chambre, je suis tranquille, je fais ce que je veux, et je dors quand je veux. Voilà. Bah oui, ma famille m'a manqué. Au début c'est facile, et puis après on pense à sa famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, on pense à ses amis également, on dirait bah tiens j'aimerais bien les revoir pour rigoler un petit coup, pour passer du bon temps. Mais voilà, j'avais l'intention de finir mon voyage, et puis je savais qu'à la fin j'allais les retrouver, donc voilà. C'était un petit temps mort du côté de la famille pendant un temps, et puis après on sait qu'on les revoit, donc voilà, c'est le principal. Après on avait aussi on faisait des rencontres, par exemple je pense à Thomas, un Belge que j'ai rencontré en Argentine qui parlait français. J'ai passé un mois avec lui à voyager, et ça permet de souffler un petit peu, de se dire ah bah tiens je peux parler ma langue maternelle, je peux parler le français avec quelqu'un, et c'est pas tous les jours, donc et puis voilà, ça permet un petit peu de communiquer, ça fait du bien. Les souvenirs. Alors les souvenirs, j'ai ramené avant tout plein de photos, évidemment, de très belles photos. J'ai ramené par exemple ma mascotte. J'ai ramené pas grand chose, j'aurais dû apporter tous mes bracelets, j'avais un bracelet par pays. C'était un petit peu le seul souvenir que je me suis dit, allez je rapporte, ça ne prend pas beaucoup de place. J'ai ramené ce t-shirt là par exemple du Pérou. C'est un lama qui est en train de conduire une moto. Parce qu'il y a beaucoup de lamas au Pérou. Voilà. Ensuite j'ai ramené. C'est des micro-souvenirs, mais ça fait plaisir de garder. Est-ce que vous savez ce que c'est du café? Oui. Normal, vos parents ils en boivent très certainement tous les jours. Et ça c'est des graines de café. Donc dedans il y a les petits grains. Dedans il y a les tout petits grains de café. Vous voyez peut-être dans des pubs. C'est une forme ovale avec un petit trait au milieu. Bon, dans cette petite graine là il y a deux graines de café en fait. Les deux petites formes ovales. Voilà. Et puis ça m'a amusé de prendre ça. Et puis ça c'est un petit peu particulier. Ça fait partie de la culture, donc c'est de l'Amérique du Sud, mais particulièrement de l'Argentine. Et du Uruguay où je ne suis pas allé, mais je sais qu'ils adorent ça là-bas. Ça s'appelle un maté. Un maté, en fait, vous voyez, c'est une sorte. Là, c'est un maté naturel.
C'est-à-dire que c'est fait dans une courge, c'est une petite courge, c'est très solide. Ils ont fait un trou d'un côté, là il y a un trou, et il y a un plus petit trou de l'autre côté pour mettre la paille. Ça c'est une paille qui a été faite en bambou. Donc voilà, tout est naturel. Ça c'est de la courge, et ça c'est du bambou, avec quelques petits trous au bout. Ça fait un filtre, donc on le met comme ça au fond. Et après on le boit. Et après on boit, mais on boit pas n'importe quoi, ça s'appelle de la yerba maté, c'est-à-dire de l'herbe à maté. Ça ressemble un petit peu à du thé si vous voulez, mais c'est spécifique. On met beaucoup de maté dedans, par exemple on remplit jusque là de maté. Voilà, faut que ça soit plus fort que du thé. Et après on met de l'eau chaude en effet. Et grâce aux petits trous faits dans la paille à bambou, là, une petite tige de bambou, on n'a pas le maté mais on n'a que l'eau. Et là on boit. Et donc c'est un thé mais c'est plus fort que le thé. Et ça maintient souvent éveillé, il y a un petit peu de caféine je crois dedans. Et c'est une boisson dont les Argentins et plus particulièrement les Uruguayens adorent. C'est-à-dire les gens qui habitent en Uruguay. Ils adorent ça à tel point qu'ils ont toujours leur maté sur eux. Alors parfois le filtre est en fer et puis le maté, ici le récipient est en fer aussi. Mais ça ne change rien. Et ils ont tout ça sur eux et ils ont même le thermos sous le bras avec de l'eau chaude. Comme ça, dès qu'ils sont dans le bus par exemple pour aller au travail, hop, ils se font un petit maté dans le bus. Et en fait, c'est une boisson qui est. C'est ancré dans la culture si vous voulez. C'est une boisson qui est très intéressante parce que le maté généralement ça se fait à plusieurs, ça se fait pas tout seul. C'est assez rare. On aime bien faire ça le soir. Pour décompresser un petit peu de la journée. J'ai rencontré des Brésiliens qui aimaient bien faire ça. Donc on remplit d'eau, hop, on boit tout, on remplit d'eau et on passe au voisin. Et tous les amis comme ça autour de la table se boivent leur petit maté. Parce que l'herbe en fait est tellement forte qu'on remplit plusieurs fois. On met de l'eau, on boit, on passe au voisin, on met de l'eau, on boit, etc. sans changer la yerba maté, l'herbe à maté, sans changer le maté à l'intérieur. Alors, j'ai pas travaillé en tant qu'employé avec mon salaire, etc. Mais j'ai fait du bénévolat dans un refuge zoologique, par exemple. Dans le refuge zoologique, par exemple, il y avait des animaux. Il y avait un singe hurleur, un singe araignée, il y avait un toucan, il y avait des autruches, etc. Et là, c'était un métier entre guillemets intéressant puisque ça consistait à nettoyer les cages des animaux, à donner à manger. Donc voilà, on prenait soin en gros, on prenait soin des animaux. Ensuite, j'ai aidé une famille néo-zélandaise et australienne. J'ai vécu avec eux environ 20-25 jours chacune. Et voilà, j'aidais, c'était des tâches un petit peu du quotidien. Je faisais un petit peu de cuisine française, ça leur plaisait. Et ben, après une nouvelle langue, pas vraiment. J'essayais d'apprendre comment on dit bonjour, au revoir, merci dans chaque pays pour avoir les premiers mots, au moins le premier contact avec les locaux. On essaye de l'avoir dans leur langage. Généralement, ils aiment bien, c'est normal. Je peux vous apprendre comment on dit bonjour en thaï, par exemple. Bonjour en thaï, c'est-à-dire en Thaïlande, c'est différent des hommes et des femmes. La prononciation, elle est très dure, même moi je la fais pas parfaitement. Pour les hommes, ça va être sawadee krap, en faisant le signe en même temps, un petit signe de main. Sawadee krap. Et pour les femmes, c'est sawadee krap. Voilà, c'est différent. Et pour dire merci, c'est aussi différent des hommes et des femmes. Combien de temps vous avez mis pour préparer? Et combien de temps j'ai mis pour préparer Alors je préparais un petit peu par-ci par-là. Pas 8 heures par jour tous les jours, mais environ 6 mois. 6 mois avant de partir, je commençais à faire mon trajet. Je me dis j'aimerais bien passer par tel pays, tel pays, tel pays. Et puis j'essayais de recueillir quelques informations par-ci par-là sur un lieu à pas manquer dans un pays. J'essayais de faire un petit peu le trajet, j'essayais d'envisager les solutions possibles
par exemple, acheter une moto, je ne le savais pas forcément, mais ça se fait beaucoup au Vietnam, donc c'est pour ça que j'ai acheté une moto, puis je l'ai revendue par la suite. Voilà, tout ça. Mais, et puis faire les papiers aussi, faire un visa, donc quel pays nécessite un visa, certains ne nécessitent pas forcément de visa, juste un tampon à la sortie et à l'entrée, et puis hop, c'est fini. Alors non, je ne surtout pas passer mon permis au Vietnam, je l'avais juste avant de partir. Mais et j'avais un permis international. En fait, en France, on a aujourd'hui, bon, vous savez peut-être pas, mais dans quelques années, quand vous avez passé votre permis, vous avez une petite carte rose qui va vous être distribuée. Et ça, c'est pour conduire en France. Sinon, après, vous avez le permis international que vous devez demander à la préfecture. Et c'est gratuit, c'est juste un grand papier pour conduire. Alors à la fin, je cachais que quand on loupe une fois l'avion, on se dit là, ouais, j'ai envie de rentrer maintenant là. Mais donc j'avais envie de voir mes copains, j'avais envie de voir ma famille, et sinon, s'il n'y avait pas eu d'autres obligations, j'aurais bien continué à voyager, il n'y aurait eu aucun souci. Hein. On se lasse rarement. Et puis il y a toujours des choses à découvrir, parce que voilà, je suis passé seulement par 14 pays je crois, et il y en a 200-220 dans le monde, donc il y a des choses à voir.